Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de Média Pro, votre émission de décryptage média. Au sommaire ce soir, une actualité internationale dense, marquée par une escalade inédite au Moyen-Orient, un traitement médiatique et géométrie variable, mais aussi une solidarité mondiale qui, malgré les obstacles et les répressions, ne faiblit pas. Nous reviendrons tout d'abord sur les agressions criminelles sionistes contre l'Iran qui se poursuivent pour le 3e jour consécutif dans le sillage de ces multiples violations du droit international et de la souveraineté de plusieurs pays de la région. Comment ces événements sont-ils traités dans les médias internationaux et quel silence en disent long sur les rapports de force géopolitiques et les impunités et autres passe-droits aux privilèges consacrés au mépris de l'opinion publique internationale. Et puis nous ferons un zoom sur le mouvement international de solidarité avec la Palestine qui gagne en puissance à travers le monde malgré la censure et les répressions. Les peuples du monde entier n'en finissent pas de manifester leur indignation face à cet infâme génocide toujours en cours à Gaza. Et enfin, nous nous pencherons sur le sort des 3 derniers passagers de la flottille de la Liberté qui sont toujours illégalement détenus par l'entité sioniste. Une situation qui en dit long sur le sort réservé à toute tentative de soutien à Gaza. Voilà ce qui nous attend pour ce soir. Restez avec nous, Média Pro, c'est tout de suite. Et pour développer ces sujets de ce soir, j'ai l'honneur d'avoir avec nous Faisal Mottaoui, notre chroniqueur. Bonsoir Faisal. Bonsoir Naliman. Et présent également avec nous Karim Bouaziz, journaliste et présentateur de la rédaction. Bonsoir Karim. Bonsoir Naliman, Faisal, bonsoir. Bonsoir Karim. Alors voilà, maintenant que le décor est planté, on commence avec ce climat explosif au Moyen-Orient, marqué par de nouvelles agressions ciblées de l'entité sioniste contre l'Iran, des attaques qui posent des questions sur les objectifs réels, mais aussi sur le positionnement complice de certains pays, Faisal. Absolument. Israël, l'entité sioniste, continue d'agresser ses voisins. Ce n'est pas la première fois qu'ils agressent l'Iran. Ils l'ont déjà fait par le passé. Comme ils ont déjà agressé la Syrie, ils ont agressé le Liban, tué beaucoup d'innocents parmi les civils, également en Syrie. Ils ont aussi agressé l'Irak et aussi le Yémen. Et bien sûr, en plus du génocide qui continue malgré tout de se poursuivre, qui continue donc à Gaza. On est aujourd'hui à presque 56 000 morts. Chiffre officiel, évidemment, peut-être selon les experts, il y a beaucoup plus que de nombre de morts parce que les statistiques peuvent être établies peut-être à la fin de ce massacre qui continue. Sachant que de nombreuses victimes sont toujours sous les décombres ou disparues, portées disparues, parce que l'entité sioniste utilise des bombes à fragmentation, utilise des bombes avec de fortes charges explosives contre des civils, contre les bébés, contre les femmes. C'est l'armée la plus immorale du monde, donc peine aujourd'hui à riposter aux représailles iraniennes, parce que les Iraniens sont dans leur droit, ils ont été agressés, attaqués par une puissance extérieure, et donc ils ont le droit de riposter à ceux qui les ont attaqués. C'est un peu la démarche poursuivie actuellement par les autorités iraniennes, parce que le Premier ministre Netanyahou a un criminel de guerre, parce que vous savez, Nalémek, il est poursuivi par la Cour pénale internationale, qu'il est condamné par plusieurs organisations humanitaires et aussi condamné par plusieurs consciences vives en Occident et dans le reste du monde. Lui veut mener sa guerre, il veut pousser vers le pourrissement dans tout le Moyen-Orient, ayant échoué à convaincre le monde entier de la nécessité de ce qu'il dit de vider Gaza et de les faire remplacer par des occupants, par des colonisateurs et des colons, au mépris du droit international. Maintenant, il veut que toute la région, il veut faire du sale boulot, si vous voulez, parce que quand vous l'entendez parler, quand il fait ses discours, son dernier discours est en anglais, donc il s'adresse à la communauté internationale, il fait un peu le travail du monde civilisé. Est-ce que le monde civilisé, c'est celui qu'on voit à Gaza? Est-ce que la civilisation est de tuer les enfants, tuer les bébés, les secouristes, empêcher les gens d'avoir de la nourriture, de l'eau, tuer des femmes enceintes, bombarder les hôpitaux, les écoles? Est-ce que c'est ça la civilisation que Netanyahou voudrait défendre à travers l'attaque contre l'Iran? Je pense que maintenant la situation risque d'évoluer et à mon avis l'Iran est tout à fait en droit de se défendre contre cet agresseur qui apparemment n'a pas de limite.
Justement, permettez-moi de poser la question. Karim, je me tourne vers vous. Pourquoi parle-t-on systématiquement de droit à la défense lorsqu'il s'agit de l'entité sioniste, alors qu'on le voit très bien, c'est l'armée d'occupation qui a commencé ces attaques, qui a commencé cette guerre, entre guillemets? Si on se situe au niveau du continent européen, il y a bien entendu cette facture de la culpabilisation qui émane de la Deuxième Guerre mondiale. On a l'impression qu'on a des choses à devoir à l'entité sioniste. Et bien sûr, tout ça est nourri par beaucoup de lobbyistes, beaucoup d'historiens orientés. On essaye de créer une espèce de mythe qui est dénoncé par des juifs eux-mêmes, dont les parents ont été déportés. Il y a par exemple Norman Finkelstein qui avait écrit un livre dans les années 90 qui s'appelait L'industrie de l'Holocauste, tout est dit dans le titre. Ses parents avaient été déportés et il raconte cette volonté de culpabiliser les Européens. Et finalement, c'est pour donner un blanc-seing à toute la galaxie de géopolitique sioniste pour expliquer, justifier, expliciter toute leur croisade, parce que ça porte un terme, c'est une croisade, envers tous les pays qui leur résistent. Et quand on voit par exemple les pays contre lesquels ils ont déchaîné leur fureur et leur barbarie, tous les pays avaient du mal à partir, avec eux bien entendu, mais surtout avaient mis un point d'honneur à défendre la question palestinienne. Si on voit la Syrie, la Libye, le Soudan, le Yémen, tous ont un problème avec l'entité sioniste sur la question palestinienne. Donc le message est clair. Si vous continuez à défendre la question palestinienne, vous aurez affaire à nous, c'est-à-dire l'empire anglo-américano-sioniste. Voilà. Oui, c'est également un argument, si vous permettez, c'est aussi... Parce que Netanyahou il se croit en mission messianique religieuse. C'est également une guerre contre les anciennes civilisations, parce que l'Irak, c'est une ancienne civilisation. C'est une civilisation abbasside. La Syrie, c'est une ancienne civilisation, la civilisation omeyyade. Le Yémen aussi, c'est le Mamlekat Saba, le royaume de Saba. Et la même chose pour l'Iran. Et donc, ce pays, cette entité qui a été greffée dans le corps arabo-musulman au Moyen-Orient cherche à se donner aussi une civilisation et une histoire. Cherche à donner une histoire. Mais si évidemment, quand on parle de ça, l'objectif caché, finalement pas si caché que ça, Faisal. Oui, évidemment, quand on parle de ça, on ne parle pas de l'ensemble des Juifs. Parce qu'il y a des Juifs qui sont contre cette guerre et contre ces massacres commis à Gaza. Et Netanyahou, parce que quand vous écoutez son dernier discours, il est dans cette même logique. D'ailleurs, l'opération militaire, selon la propagande lancée contre l'Iran, s'appelle un peuple comme un lion. C'est-à-dire, c'est une expression talmudique. Lion Rising. Voilà, talmudique. Donc il y a toujours ce référent religieux parce qu'il se trouve que l'Iran est également un pays musulman. Des attaques menées par l'entité sioniste ont été tous contre les pays musulmans. Et donc ils sont dans cette mission et c'est pour ça qu'il y a cette nouvelle guerre. Ils appellent ça une guerre préventive. Dans le droit international, cette conception n'existe pas. Il n'existe aucun terme, aucun article qui peut répondre à ça. C'est tout à fait illégal. Et malheureusement, parce qu'on est dans des émissions qui évoquent les médias, la plupart des médias occidentaux reprennent cette expression de propagande. Guerre de préventive. C'est quoi la guerre préventive contre l'Iran? L'Iran est également en droit de mener une guerre préventive contre l'entité sioniste. On va y revenir justement, mais de l'autre côté, Karim, l'Iran a fait les choses dans les règles, en invoquant l'article 51 de la Charte du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui lui confère le droit à la défense. De se défendre, bien sûr. C'est les normes onusiennes, c'est-à-dire qu'un pays a le droit de riposter si ce pays, justement, est attaqué. Faisal a parlé brièvement de la guerre préventive, il y aurait tellement de choses à dire. Mais dans ce cas de figure, l'Iran est attaqué depuis pas mal d'années. On devrait parler aussi de l'étranglement économique de toute une société qui n'est pas justifié, encore une fois. Alors que l'Iran, quand on voit par exemple ces derniers mois, il y avait un mouvement diplomatique des Iraniens ont tenté de pacifier entre l'Iran et certains pays arabes. Les diplomates iraniens ont fait une tournée au sein des pays arabes. Ils sont allés à Bahreïn, ils sont allés en Égypte, même avec l'Arabie saoudite. C'est une révolution diplomatique que les Iraniens et les Saoudiens négocient et discutent actuellement. Par exemple, il y a des pèlerins
iraniens qui sont bloqués en Arabie Saoudite et les Saoudiens leur ont demandé de rester et qu'ils auraient toute la sécurité nécessaire. Donc on voit qu'il y avait quelque chose qui se formait, il y avait une pacification de l'Iran avec les autres pays, même par rapport à la négociation autour de l'AIEA. Trump avait dit que les négociations étaient difficiles, mais quand même, on allait vers quelque chose, une discussion, en fait on allait vers de la diplomatie. C'est pour ça que cette guerre ne tombe pas à n'importe quel moment, il y a même un tome. Oui, Voilà. Israël ne croit pas à la paix. Elle ne croit pas du tout à la paix. Israël, ça veut dire le gouvernement actuel de Netanyahou ne croit pas du tout à la solution de deux États. Et vous savez que ce mois de juin devait avoir lieu un congrès à New York, à l'initiative de Paris. Le 17. Oui, le 17, pour évoquer la question de la solution des deux États, qui est une solution du droit international. Elle a été reportée. Et la même chose pour ces discours donc, récurrents de l'entité sioniste par rapport au nucléaire. Ici, l'AIEA, Raphaël Grossi, qui est le directeur de cette agence, ouvre aussi les débats le dossier du nucléaire israélien. Il y a bien un réacteur à Dimona. Il y a bien des armes avec des ogives nucléaires que possède l'entité sioniste. Mais personne n'ouvre ce débat. L'entité sioniste n'a jamais signé le TNP, traité de non-prolifération des armes nucléaires, alors que l'Iran a signé le TNP. Donc vous voyez, il y a deux poids, deux mesures de ce monde occidental qui souvent évoquent le droit d'Israël de se défendre. C'est Israël qui a agressé l'Iran, c'est pas l'Iran qui a agressé l'entité sioniste. De quel droit de défense on en parle? Et c'est des pays qui sont membres de conseil permanent, et je parle de la France, membre permanent du Conseil de sécurité. Un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU est censé défendre le droit international, pas le piétiner. Et là, avec ces déclarations, ces derniers temps, on voit bien que ces membres ne sont pas du tout intéressés par il y a aussi les États-Unis, ne sont pas du tout intéressés par le respect de ce droit international. Faisal, vous parliez tout à l'heure du traitement médiatique qui varie énormément dans les médias internationaux. Nous avons justement choisi par exemple des extraits de deux grands médias internationaux au traitement très différent. D'un côté, on a la chaîne américaine Fox News qui était au premier rang pour constater les dégâts provoqués à Tel Aviv. Et d'un autre côté, on a la chaîne qatari Al Jazeera qui était en couverture continue, qui est en couverture continue d'ailleurs depuis vendredi et qui apporte des détails sur le ciblage du site, par exemple, du ministère de la guerre sioniste. On regarde. The rubble in the aftermath of an Iranian ballistic missile attack. They believe there are people buried under this debris. There's one son of a father who is trapped underneath this rubble. He's wearing a hospital gown because last night, after the Iranians attacked this apartment building, he was taken to a nearby medical center and he has come back and he's waiting to see if his father will come out alive. It's a very sad scene here, and it is tense as these rescue workers look to see if they can find anyone still trapped. You'll see these chains here on the side of this building. There's a large crane that's being used to lift these pieces of concrete up and out of the way so that rescue crews can go back in. You also hear a buzzing sound in the distance. That is a drone that is trying to help with this rescue operation. And you're going to see right now, I'm just going to show you, they're going to pull this large piece of cement, and this is what they have been doing all morning. There were multiple people killed in this individual strike, but there were more than 70 ballistic missiles fired toward the population of Israel last night, some of them slamming into the ground below, killing at least 7 people. نوه لبعض الأخبار العاجلة على شاشتنا نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن 100 مصاب في موقعي الانفجارات جراء سقوط صواريخ إيرانية. وفي خبر أيضا عاجل قبل قليل يدعوت أحرنوت تقول أضرار كبيرة وقعت في معهد وايزمان للأبحاث في روحوفوت جراء سقوط صاروخ إيراني، وهو ما تم تفصيله الآن بعد أن كان في الخبر السابق في نيويورك تايمز. أعود لمحمد خيري، المعلومات الأخيرة خصوصا ما يتعلق بما أوردته يدعوت أحرنوت. واضح عبد السلام أن المعلومات بدأت تتكشف عما يجري في إسرائيل شيئا فشيئا كالذي جرى الليلة الماضية. كشف بأن مبنى بقرب وزارة الدفاع في تل أبيب قد تعرض إلى الاستهداف، والآن يكشف بأن مبنى معهد وايزمان للعلوم في مدينة رحوفوت قد تعرض إلى أضرار كبيرة، ولا تزال النيران حتى هذه اللحظة مشتعلة في بعض المباني التابعة لهذا المعهد الإسرائيلي.
وفي طبيعة الحال هذا معهد مهم للعلوم والفيزياء والكيمياء في إسرائيل، وهو على اسم وايزمان أول رئيس لإسرائيل وقائد كبير في المنظمة الصهيونية في طبيعة الحال. هناك حالة من حظر النشر عما يدور في هذه الأثناء في معهد وايزمان، إلا أن شهود عيان يبلغون صحيفة دعوت أحرونوت بأن مبنى في داخله يتعرض إلى الاحتراق في هذه الأثناء. ولكننا أمام جملة من التطورات عبد السلام. الأول هو بأن ثمة هجوم بالمسيرات في هذه الأثناء يستهدف جنوب إسرائيل وبخاصة منطقة النقب الغربي. Voilà donc un traitement assez dramatisé et scénarisé du côté de Fox News. Karim, on a remarqué que du côté sioniste, le flux d'images, il reste quand même très limité à cause du soi-disant, à cause de la soi-disant censure militaire. Le contrôle de l'image a quand même un objectif crucial dans ce qui ressemble déjà à une guerre déclarée. Ça représente quand même des documents sensibles. Il faut savoir qu'au sein de cette société sioniste, on interdit aux gens de filmer les dégâts, les victimes, les plaintes, justement pour pas montrer l'ampleur de ce qu'ils subissent. Effectivement, ce qu'on est en train de voir là est une société qui est en train d'être tout bonnement bombardée. Hier, on entendait un espèce de soldat qui se plaignait que les missiles soient tombés sur des zones résidentielles. On a oublié que quand même pendant 20 mois, on n'a pas laissé des Palestiniens jeûner tranquillement, célébrer l'Aïd tranquillement, célébrer n'importe quel moment de bonheur, c'est-à-dire emmener son enfant à l'école, accompagner sa femme à l'hôpital. Tout était cible. Et pour une fois qu'ils ont, d'une certaine manière, ce qu'ils ont fait tant subir aux autres, ils s'en plaignent. Et ça en dit long sur la psychologie sioniste, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'altérité, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas eux n'existe pas, et c'est inquiétant. Faisal, comment vous décryptez-vous ce traitement médiatique? Oui, Fox News est une chaîne proche des conservateurs aux États-Unis. Elle a toujours défendu les thèses sionistes. Et vous avez vu comment ils étaient en train de reprendre la propagande de l'armée sioniste dans leur urgence. Fox News n'a pas fait le même entrain pour parler des victimes palestiniennes. On n'a jamais vu un reportage montrant au moins quelques images seulement, des bombardements de l'armée sioniste qui se poursuivent pour presque 2 ans maintenant. Mais tout de suite, il y a un journaliste présent pour montrer donc, ce bombardement qui a eu lieu à Tel Aviv, parce qu'en représailles de l'Iran aux attaques israéliennes. Karim parlait de la censure. Oui, il y a beaucoup de censure. On nous dit que Israël est une grande démocratie au Moyen-Orient. Or, selon le magazine Plus 972, il y a eu, ces derniers temps, presque 1600 publications censurées. Il y a une censure militaire. Même les citoyens de cette entité n'ont pas le droit de diffuser les images. Les quelques images qui échappent, ils échappent carrément au filtrage. Parce que, par exemple, on a eu l'information sur les F-35 abattus par l'armée iranienne. Il y a presque 3 F-35. Il se trouve que dans l'histoire, l'Iran est le premier État au monde à abattre cet avion qui est donc très sophistiqué de fabrication américaine. Cette information, vous la retrouvez nulle part. Elle est uniquement dans les médias arabes et les médias turcs, les médias chinois, iraniens. Mais dans les médias occidentaux, personne ne parle de ça. Donc on applique, les médias occidentaux en grande partie appliquent la censure voulue par Netanyahou et son gouvernement. C'est le procédé d'un régime totalitaire. Totalitaire, absolument, oui. Fasciste aussi. Fasciste, parce que ça, c'est des comportements de fascistes. On ne veut donner qu'une seule information. Je me suis amusé à lire la presse sioniste de ces derniers jours. On ne vous parle pas du tout de missiles balistiques. On parle de drones. Et on parle de plus de 100 drones qui seraient interceptés, qui ont été interceptés depuis vendredi. Et vous remarquez en parenthèse que l'attaque sioniste a commencé à vendredi 13. Donc, vous voyez, tout est calculé parfois dans ces choix. Mais la censure ne peut pas résister beaucoup, parce que des images sur les bombardements de Haïfa aujourd'hui, Haïfa est en feu ce soir. Les ciblages de l'armée iranienne sont très très bien étudiés, parce qu'il se trouve que Haïfa c'est le plus important port dans l'entité sioniste. Il y a aussi une grande raffinerie
Et la stratégie militaire de l'Iran, c'est d'empêcher les chasseurs bombardiers d'être alimentés en carburant. Et donc c'est vraiment un endroit stratégique pour les militaires. Et aussi l'Institut Weizmann, on a parlé tout à l'heure de l'Institut Weizmann, qui est un institut très important dans l'antisémitisme. Il y a des recherches scientifiques. Pas uniquement scientifiques, parce qu'il y a aussi des questions technologiques, informatiques, etc. Et ce soir, on a appris aussi que la société Raphaël, c'est cette société qui s'occupe de la dôme de fer. Les dômes de fer, c'est des missiles, des antimissiles, on les a présentés à un moment donné comme invincibles, que l'antisémitisme c'est une tour impénétrable, on les voit à l'image. Et cette entreprise qui donc gère ça a été ciblé. Ça veut dire qu'il y a un travail tactique bien étudié de la part de la partie iranienne. En réponse à une attaque. Peut-être que Netanyahou aurait dû calculer tout ça avant de s'engager. La stratégie de guerre, on voit que par exemple les Iraniens ne visent pas les habitations ou les civils. Zones résidentielles. Voilà, de manière gratuite, ce qui n'est pas le cas par exemple de l'entité sioniste qui veut justement faire monter la pression de la société civile en bombardant justement ces mêmes civils pour qu'ils réclament l'arrêt des combats ou voir le changement de la donne politique en Iran. Donc on voit quand même qu'il y a une manière de faire la guerre qui est légitime et propre, et entre guillemets, parce qu'une guerre n'est jamais propre, il faut le dire, mais quand même, on voit que la doctrine iranienne vise directement les militaires sionistes, ce qui n'est pas le cas de Netanyahou. Exactement, ils ont ciblé des sites d'avions de combat, des sites stratégiques. Oui. Même les sites nucléaires, il y a les déchets nucléaires, ça peut se répandre même aux pays limitrophes, ça peut causer des dégâts sur des années. Donc on voit... Quoi qu'il arrive, l'entité sioniste veut vraiment contaminer, perturber, détruire cette société iranienne. Oui, elle veut détruire l'ensemble de la région, parce que il est interdit, du point de vue du droit international, de cibler les installations nucléaires. Parce qu'une installation nucléaire, lorsqu'on la cible, on risque carrément de tuer des millions de personnes. Vous voyez que cette armée immorale, encore une fois, ne fait cas de rien du tout. Il n'y a aucun respect. Il aurait pu y avoir l'explosion d'une installation nucléaire iranienne et on aurait eu une catastrophe. Donc Netanyahou il applique la politique de la terre brûlée. D'ailleurs, on ne sait même pas si Netanyahou est à Tel Aviv ou dans l'entité sioniste. On dit qu'il est à Athènes. On dit qu'il est à Athènes. C'est le réacteur de Natanz. Comment ce dirigeant courageux qui fait la guerre pour le monde civilisé, il laisse son peuple derrière lui, il va se réfugier avec une petite arrogance et un petit individualisme incroyable. D'ailleurs, sa maison a été ciblée aujourd'hui à Haïfa. Ça veut dire que l'Iran peut arriver où il veut. Ça veut dire que c'est aussi une puissance régionale. L'idée était ces derniers temps d'avoir des négociations, etc., avec l'Iran, etc., autour du dossier du nucléaire. Oui, il y avait des pourparlers qui étaient en cours et qui ont été annulés aujourd'hui. C'est ce qu'a annoncé le médiateur, le sultan Abdullah. Absolument, c'est prévu pour aujourd'hui, le dimanche 15 juin. Jusqu'à nouvel ordre, il n'y a plus de pourparlers. Évidemment, on vous lance des missiles, on vous cible, on tue des responsables de l'Iran, et en même temps on vous invite à négocier. Ça se passe pas comme ça en politique, c'est pas du tout sérieux de la part de la partie qui parraine notamment les États-Unis par rapport à ces négociations. On ne négocie pas et tout le monde, tous les experts sont d'accord que la question de ce qui est appelé le dossier nucléaire, comme si l'Iran n'a pas le droit d'avoir le nucléaire, il n'y a qu'un petit club qui a le droit de l'avoir. Est-ce qu'on peut dire que dans ce cas-là, l'entité sioniste s'est interposée entre les États-Unis et l'Iran? Je pense que c'est un partage de rôle. C'est un partage de rôle parce que il n'y a pas que les Mossad israéliens qui agissent en territoire iranien, à supposer qu'ils soient réellement présents, parce qu'il y a beaucoup de propagande. C'est peut-être un sabotage, Faisal. Oui, c'est peut-être un sabotage, peut-être qu'on ne peut pas arriver. Parce que rappelez-vous, il y avait déjà un accord avec l'Iran auparavant. Il y avait un accord et ça a avancé très bien. Et on a relancé parce que cette guerre, je pense que cette guerre voulue par Netanyahou ici, qui le conseille, d'ailleurs, le responsable du Shem Bet a démissionné. C'est le service secret intérieur, il a démissionné. Ça veut dire qu'il y a des divisions à l'intérieur. Tout le monde n'est pas d'accord. C'est pour faire oublier les massacres de Gaza. Le monde entier est en train de se solidariser avec Gaza. Même les alliés, les pays alliés de l'entité sioniste ont changé de discours. Les médias occidentaux, certains ont changé de discours. Il y a une opinion publique internationale qui est contre ce que fait l'entité sioniste à Gaza. Comment faire diversion
on va mener une guerre contre l'Iran. Les calculs faits par Netanyahou, je pense que les Liban se retourner contre lui parce qu'aujourd'hui, Téhéran a déclaré, a demandé aux colons de quitter les terres qu'ils ont occupées parce qu'ils diront bientôt là où vous êtes ne seront plus habitables. Ça veut dire qu'ils feront la même chose comme l'a fait l'antisémitisme à Gaza, détruire ces habitations qui de toute façon sont illégales. Alors on l'a vu, suite à cette escalade, plusieurs pays ont fermement dénoncé l'agression sioniste, à commencer par les pays de la région. On a l'Irak qui a dénoncé l'utilisation de son espace aérien, on a l'Arabie Saoudite et le Qatar qui ont dénoncé les violations de la souveraineté iranienne. L'Algérie aussi, via un communiqué du ministère des Affaires étrangères et via aussi son représentant permanent auprès de l'ONU, Ammar Benjama, a évoqué une violation claire de la Charte des Nations Unies. Ce sont donc des réactions légitimes et normales à avoir finalement dans ce genre de situation. C'est le droit, c'est-à-dire on vit dans un monde où on n'a pas intérêt à ce que la barbarie règne parce que plus personne va pouvoir faire du commerce, plus personne va pouvoir établir des sociétés, consolider des sociétés. Et c'est bien ce que ne veut pas peut-être moins les Américains et moins les sionistes, surtout le Moyen-Orient, parce que le Moyen-Orient était quand même des pays qui étaient en train de stabiliser, qui sortaient par rapport à des nombreuses années de tension. On allait plus vers du commerce, plus vers des échanges, plus vers d'ouverture, grâce notamment au projet économique chinois, la fameuse route de la soie chinoise. Donc ça stabilisait. C'est aussi une manière indirecte de contrer ce projet chinois qui permettait aussi d'homogénéiser ces sociétés si différentes, mais pourtant qui se retrouvaient au nom du tout commerce. Et c'est ça aussi qui est en train d'être perturbé bien avant Gaza, bien avant. Donc c'est ça aussi. Les Américains, c'est pas que ça les arrange, mais ils trouvent pas quand même à redire par rapport à continuer à exister au sein de ce Moyen-Orient. Très bien, on continue de développer ces sujets passionnants avec vous, messieurs, juste après la pub. Mediapro est de retour. On parlait juste avant la pub des réactions des pays qui ont condamné les agressions criminelles sionistes contre l'Iran. A contrario, on l'a vu, d'autres pays au soutien aveugle à l'entité sioniste ont tout de même tenté de justifier ces agressions qui provoquent pourtant un risque d'escalade et d'embrasement au niveau régional et même global, Faisal. Oui, absolument, surtout l'Allemagne et la France qui ont soutenu cette opération en parlant du droit d'Israël. Parce que quand on nous dit que l'entité sioniste a le droit de se protéger, la sécurité de l'entité sioniste est placée priorité de toutes les priorités, même s'il faut tuer des bébés et des enfants, comme on l'a vu à Gaza, et comme on le voit aussi en Cisjordanie, parce que l'entité sioniste est en train de tuer en Cisjordanie. Et maintenant, c'est le droit de l'entité sioniste de se défendre. Que les États, ils ont le droit de se défendre. Quand ils se font agresser, et évidemment qu'ils se répondent. Non, il ne fallait pas que l'Iran se riposte. Et là, on est donc l'Occident qui est en train de s'enfoncer dans sa crise morale. Sa crise morale, parce qu'on a déjà souligné cette idée, Nalima, dans cette émission et dans d'autres. La crise de ce qui se passe à Gaza a dévoilé beaucoup de choses. A dévoilé le déploiement de mesures, a dévoilé les limites du Conseil de sécurité de l'ONU, a dévoilé l'hypocrisie occidentale de ceux qui se taisent contre les crimes, et aussi le comportement des médias, parce qu'on est dans une émission sur les médias. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure avant l'émission, comment des télévisions françaises, ils font parler des populations donc de Tel Aviv en disant qu'est-ce que nous avons fait, nous sommes des innocents, etc. On n'a pas vu ça pour Gaza. Il y a des êtres humains à Tel Aviv, il n'y a pas d'autres humains à Gaza. Donc cette crise morale est en train d'accélérer déjà un déclin, parce que l'Occident, de toute façon, il était en déclin. Les répercussions de ce qui se passe, je pense que peut-être que ça va amener cette entité, ce régime fasciste et agresseur à se calmer un peu. Parce qu'il n'est pas le seul, parce que dans l'équilibre de la puissance, maintenant l'Iran est une puissance et on constate qu'ils sont frappés au cœur. Cela n'est pas arrivé depuis très longtemps. C'est la première fois qu'il y a une guerre. Saddam Hussein. Oui, depuis Saddam Hussein, qu'il y a une guerre entre l'entité sioniste et un État. Ça, c'est l'Iran qui n'a pas de frontière avec cette entité. Donc l'équilibre des forces va changer et même les équilibres politiques vont changer. C'est vrai que depuis les attaques de 11 septembre, depuis 2001, on a tout fait pour détruire tous les pays du voisinage israélien.
c'est pas par hasard qu'il y a eu des crises en Libye, que le Soudan a été divisé en deux, qu'il y a une crise en Somalie, qu'on a tenté aussi de déstabiliser l'Égypte, qu'on a détruit en grande partie l'Irak, que maintenant la Syrie a été en grande partie détruite. La Syrie n'a pas de défense antiaérienne. Qui étaient Voilà. des pays qui permettaient à faire vivre des gens complètement différents. C'est-à-dire que c'était une anthropologie très riche. Quand on voit la Syrie, l'Irak, il y avait de tout. C'est-à-dire ce qu'ont réussi les régimes arabes, ce que n'avaient pas réussi en fait à faire les pays européens. Quand on voit l'Irak, la richesse, la pluralité, la profondeur de cette société, et tout le monde cohabitait. Même l'Iran, c'est 90 millions d'habitants, l'Iran. Il faut voir les ethnies, les langues, le folklore, la mosaïque d'habitants qui y vivent et qui arrivent à cohabiter depuis des millénaires. Et ça, on ne veut pas voir cette réussite du côté des sionistes et des Justement, est-ce que c'est ça finalement l'objectif de l'entité sioniste? Est-ce que cet embrasement, cette escalade, c'est un objectif pour séparer les pays de la région? Ça s'appelle la balkanisation. En fait, c'est une stratégie sioniste qui émane depuis les années, depuis la Yougoslavie. Ils avaient testé ça en Yougoslavie. Ils avaient même testé ça dans pas mal de pays au Maghreb. Certains ont résisté, parce qu'il faut voir que ce sont des sociologies quand même très fortes. Quand on voit l'Algérie, ils ont essayé de jouer à ça et ils ne se sont pas rendus compte que la société algérienne, l'anthropologie algérienne, elle est très très forte. Ils n'ont pas réussi à les découdre. Ils ont mis la puissance avec la Syrie, l'Irak. Et bien sûr, ça n'a pas résisté quand vous mettez des embargos, quand vous mettez une opération de diffamation internationale des médias, et en plus ils le font sur 10 ans, 20 ans, à un moment donné, la société s'écroule. Et quand même, il reste quand même de la résistance, une mémoire, un souvenir. Et c'est un espoir pour à la fois les Arabes, nous en tant qu'Algériens, l'humanité. Et d'un autre côté, on voit que le projet sioniste a échoué. Parce que tout ce qu'ils ont, les sionistes, c'est la sécurité, la guerre. Ils n'arrivent pas à établir une vraie société. Pourtant, on les dit si intelligents, si lumineux. Ils n'arrivent pas à établir un État. Absolument. De toute façon, la société juive a toujours été divisée entre Ashkénazes et séfarades. Les séfarades, c'est les juifs d'Orient qui n'ont jamais eu les mêmes avantages que les Ashkénazes. Netanyahou est un Ashkénaze, les juifs de l'Occident. Et d'ailleurs, Netanyahou est en train de détruire, je suis d'accord avec Karim, sur l'échec du projet sioniste, est en train de détruire l'entité censée défendre. L'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv est fermé. Le port de Eilat, parce qu'il a été bombardé par l'Iran, il est fermé. Le port de Haïfa est fermé. Il n'y a plus de marchandises qui rentrent. Une bonne partie de... Parce que ce qu'on nous dit, les médias mainstream, c'est qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui ont quitté l'entité depuis le début depuis le 7 octobre 2023. Ils l'ont quitté pour ne plus revenir. Ça en dit long sur leur niveau d'enracinement. Donc ils ne sont pas du tout attachés à la terre sacrée, présentée comme sacrée, selon eux. Et en plus, l'économie de cette entité est en train de s'effondrer. Elle continue. Aujourd'hui, les écoles sont fermées, les usines sont fermées, il n'y a pratiquement pas de commerce, etc. Donc, que fait donc Netanyahou? N'est-il pas en train de détruire son propre projet? Il n'était pas en train de brûler la maison où il habite? Et donc, c'est pour ça que ces choix qui sont parfois défendus par certains pays occidentaux et certains médias proches de l'entité sioniste restent plutôt poussent à s'interroger. S'interroger qu'est-ce qu'on veut exactement. L'idée d'embraser la région, je suis d'accord avec Karim, oui, il y a cette idée. Parce que quand on bombarde des installations nucléaires, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à brûler toute la région. C'est ce qu'on veut. Et on n'a pas du tout, on ne peut pas, attention, plier des êtres humains, etc. De toute façon, le projet sioniste, le projet fasciste sioniste n'a jamais pris en compte l'idée qu'il y a des êtres humains qui vivent derrière. Et les médias occidentaux, en grande partie, invisibilisent les Palestiniens. Ils sont inexistants. On a même vu des médias qui ont essayé de remettre en cause l'idée qu'il y a une famine à Gaza. Vous voyez, donc c'est plus du journalisme. On se rappelle la propagande. Le débat au début de la polémique, quand on donnait les nombres de victimes, on disait mais ce sont les chiffres du Hamas. Oui, Et après, on a vu que l'ONU était au diapason avec ces mêmes chiffres. Oui. Même la revue scientifique de Lancet était arrivé à des chiffres beaucoup plus importants. Exactement. Karim Bouaziz, les informations qui nous parviennent démontrent que les attaques iraniennes arrivent tout de même à atteindre en profondeur l'entité sioniste. Est-ce que vous pensez que ça va durer dans le temps? Certains parlent même de prémices d'une troisième guerre mondiale. Je pense que ça arrange personne. Bon, on voit pas, on ne lit pas dans les marques de café, mais ça arrange personne une guerre de cette ampleur ou régionale, et surtout pas les Américains, et surtout pas en ce moment. Ça arrange peut-être une seule personne qui s'appelle Benjamin Netanyahou, parce qu'il a tellement d'affaires judiciaires
sur le dos. Son avenir, de toute façon, est judiciaire. Il ne pourra pas s'en sortir. Il aura beau bombarder tout le monde, faire ce qu'il veut, mais à un moment donné, il devra passer par la case prison. Et à mon avis, ça va durer très longtemps. Mais l'embrasement dans la région, aujourd'hui, les peuples ont appris, surtout les peuples de la région, ont appris du passé. Ce sont des peuples qui résistent. Il y a un savoir-faire iranien. Il y a une résistance iranienne, et il y a une intelligence iranienne. Ils ont étudié leurs ennemis. Il n'est plus question de se laisser faire. C'est un pays riche, l'Iran, avec une intelligence, avec une profondeur. Donc voilà, mais je pense qu'une guerre régionale, on ne va pas faire des calculs comme ça, mais je pense que ça arrange personne pour l'instant. Faisal Mataoui, l'Iran... Juste rapidement, pour continuer sur ce propos, le conseiller de Kamala Harris a déclaré ce dimanche que l'objectif de Benjamin Netanyahou était finalement d'entraîner les États-Unis dans une guerre régionale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Philippe Gordon, effectivement, a raison. Il a compris la stratégie aussi de Netanyahou. C'est effectivement parce que de toute façon, l'antisionnisme a toujours bénéficié de la couverture américaine, le parapluie américain, et les opérations clandestines menées en Iran depuis plusieurs années sont faites en coordination avec le MI6, le service secret britannique, et également la CIA. Mais on voit aujourd'hui l'Iran n'est plus seul, parce qu'on pensait à un moment donné de rendre l'Iran un État paria qui est isolé, qui n'a le soutien de personne. Là, vous avez une puissance nucléaire réelle qui est le Pakistan qui le soutient. Le Pakistan est le seul pays musulman qui a la bombe nucléaire. D'ailleurs, par le passé, l'entité sioniste a toujours tenté de saboter ce projet. Il y a aussi la Russie et la Chine qui sont très proches de l'Iran. Il y a aussi la Chine qui a apporté son soutien, il y a la Corée du Nord qui a apporté son soutien, la Russie qui a apporté son soutien, beaucoup de pays dans la région de l'Algérie. L'Algérie soutient le droit international parce que l'agresseur, et l'Algérie a évoqué dans son communiqué, même si Ammar Ben Jamer, qui est le représentant permanent à l'ONU, évoqué le comportement d'une puissance coloniale parce que l'entité sioniste c'est un colonisateur. Les colonisateurs ont toujours tendance à exagérer la question de la sécurité en agressant les autres. Ça veut dire qu'ils se sauvegardent et ils protègent leur sécurité en tuant des innocents, parce qu'il y a aussi des innocents, des civils qui sont morts à Téhéran, presque 150 personnes, etc. Là, ça ajoute à la longue liste des victimes de cette entité. Donc je pense que cette guerre, à un moment donné, va s'arrêter, parce que l'Occident, ceux qui soutiennent l'antisionisme vont se rendre compte qu'ils sont en train de eux-mêmes s'isoler. C'est pas l'Iran. Eux-mêmes s'isoler parce que ce comportement d'agression, un jour ou l'autre, va s'arrêter. Vous me tendez la perche pendant que les bombes tombent et que certains pays préfèrent détourner le regard. Les peuples, eux, continuent de se lever partout dans le monde. Les mobilisations en soutien à la Palestine, à Gaza, se multiplient. Un soutien qui dérange et que l'on tente souvent de faire taire. Rien que ce dimanche, des dizaines de milliers de Néerlandais ont marché à La Haye dans ce que les organisateurs ont qualifié de la plus importante mobilisation depuis 2 décennies. Des centaines de personnes se sont également réunies à Santiago, capitale du Chili. Des mouvements qui se renforcent, Faisal, malgré la censure. Absolument, parce qu'il y a beaucoup effectivement, les opinions publiques ont compris qu'il y a des médias qui sont sous contrôle, parce qu'il se trouve qu'en Occident, une bonne partie des médias, y compris dans l'entité sioniste, parce que l'entité sioniste, les médias sont détenus par des groupes puissants, proches de Netanyahou, pas tous ça, certains. Et en Occident, la plupart des médias sont détenus par des gens, maintenant, comme on l'a déjà souligné, en France, des groupes, des hommes d'affaires proches de l'extrême droite, curieusement, qui était hier antisémite et qui s'est rapproché de Netanyahou, comme c'est le cas pour la France. Maintenant, oui, les opinions publiques, les peuples du monde entier, pas uniquement du Sud, parce qu'on a à un moment donné tenté d'opposer Sud global au Nord. Là, c'est effectivement, on l'avait vu, vous l'avez dit, Nalima, c'est une grande marche à La Haye, aux Pays-Bas. C'est pas la première, il y a eu déjà une marche par le passé, c'est une marche rouge. Marche rouge pour la couleur du sang. Oui. On a vu aussi des militants en Corée du Sud, on a vu des militants en Chili, c'est un grand pays, le Chili, en Amérique du Sud. On a vu aussi des marches, de grandes marches à Londres. On a vu des marches aussi, des rassemblements, notamment à l'appel de la France Insoumise à Paris et dans d'autres villes françaises, en Espagne. Dans tout l'Hexagone. Oui, dans tout l'Hexagone, oui, dans toute la France et également en Amérique du Nord, parce qu'en Amérique du Nord également, il y a aussi des manifestations, y compris au sein des universités. Les universités ont subi des pressions
pour ne pas soutenir, ne pas faire hisser le drapeau palestinien. Malgré ça, les drapeaux ont été hissés, les étudiants ont résisté, et on a vu même des résistances au sein de l'entreprise qui soutiennent l'antisionisme, comme Meta. Vous savez, comme Meta, elle censure tous les contenus par rapport à la Palestine. Si vous mettez Free Palestine sur Facebook ou sur Instagram, vous risquez d'avoir votre compte bloqué, etc. Et c'est ça la liberté d'expression défendue par l'Occident. Mais si vous reliez la propagande militaire sioniste, évidemment, vous n'êtes pas censuré. Ce sursaut populaire est très important parce qu'on a vu aussi que le Parlement espagnol a voté une loi pour interdire, une proposition de loi pour interdire la vente d'armes à l'entité sioniste. Oui. Les syndicalistes du port de Marseille se sont élevés pour empêcher aussi l'envoi de l'armement. La même chose à l'aéroport d'Orly à Paris pour aussi empêcher l'embarquement. Donc il y a des syndicats qui bougent, il y a des organisations de la société civile, il y a des personnalités, etc. Il y a un sursaut. Malgré le blackout imposé par une partie des médias, parce que même les médias sont en train de perdre leur crédibilité dans cette affaire. Beaucoup de médias ne seront plus jamais crédibles dans cet accident lorsqu'on leur rappellera leur silence sur les crimes à Gaza. Ça pointe ce que vous disiez tout à l'heure, Faisal, c'est qu'il y a une crise de la représentativité en Occident. Pourtant, oui. c'est des pays qui se targuent de démocratie et de valeurs progressistes, mais on voit qu'ils ont un problème de représentativité et ça dénote ce qui s'est passé à Gaza, qu'il y a une crise de la démocratie au sein de ces pays. C'est des pays qui sont profondément en crise, non pas seulement en crise économique, mais en crise même politique, crise de repères, crise d'orientation. Par exemple, Emmanuel Macron, dès les bombardements sionistes, il diffuse un communiqué de l'Élysée en disant que l'entité sioniste a le droit de se défendre, alors que le général de Gaulle, à l'époque, avait dit que si l'entité sioniste commettait un acte de bombardement, il ne pourrait plus l'aider ou l'accompagner. C'est un changement de doctrine. C'est un complètement renversement de doctrine. Ça prouve que même les élites européennes ne se connaissent plus et ne connaissent plus leur socle identitaire. Ça en dit long. On voit également, Karim, que la jeunesse est très présente dans ce type de mobilisation. Est-ce qu'on peut dire finalement que c'est un tournant générationnel dans la perception de la situation en Palestine occupée ? Il y a la conscientisation, généralement, la conscientisation politique se fait généralement à travers la jeunesse. Par exemple, les universités américaines, les universités en Angleterre. Il y a eu un rassemblement historique en Angleterre. C'est des millions de personnes à Londres. Donc il y a une conscientisation. Il y a des gens qui ne font plus confiance, je parle des jeunes, qui ne font plus confiance des médias, ils ne font plus confiance à cette concentration des médias qui sont limités à travers certaines mains, donc on appelle ça une oligarchie. Donc effectivement, c'est une jeunesse qui veut exister, qui veut peser et qui veut être prise en compte dans l'avenir de ces sociétés et qui surtout, parce que quand on paye l'impôt se fait par la représentativité et on ne veut pas qu'on bombarde des enfants au nom de ses citoyens. Il y a eu malheureusement d'importantes répressions dans les universités aux États-Unis et aussi en Grande-Bretagne. C'est une violation du sanctuaire universitaire. Non, ça montre encore une fois que l'Occident ment lorsqu'il parle de liberté d'expression, lorsqu'il donne des leçons dans ses rapports sur les droits de l'homme, sur le respect lui-même ne respecte pas les droits lorsqu'il s'agit bien sûr de la Palestine, parce que vous n'avez pas le droit d'évoquer les crimes de l'entité sioniste, au risque d'être accusé d'antisémite. Karim parlait de la jeunesse, parce qu'à un moment donné, on a beaucoup tablé sur l'idée que les jeunes ne sont pas du tout intéressés par la politique, qu'ils n'ont pas la conscience des enjeux du monde contemporain, qu'ils ne votent plus, qu'ils sont dépolitisés, qu'ils s'intéressent à TikTok, qu'ils font des images et des stories. Non, on voit une jeunesse merveilleuse. Je parle de toute la jeunesse du monde, parce que tout le monde, une bonne partie en Amérique du Sud, notamment la jeunesse maghrébine qui a fait la marche mobilisée pour la marche sur Moud, etc. La marche pour Gaza. On a vu aussi la flottille de la liberté. Madame Merima Hassan, on ne saluera jamais son courage, parce que c'est une dame qui est agressée à travers les réseaux sociaux, qui est menacée, qui est insultée. Malgré ça, elle est partie en mettant sa vie en danger aussi avec d'autres militants humanistes, parce qu'ils croient à l'idéal humanitaire. Et on pense ce soir au journaliste Yanis Mohamdi, qui est toujours détenu illégalement par l'entité sioniste. Deux autres passagers du Madeleine. Il s'agit donc du marin Pascal Morieras et du néerlandais Marco Van Rijn, et en plus du journaliste du média Blast qui est d'origine algérienne, Yanis Mohamdi, parce que Yanis Mohamdi a produit un documentaire en parlant
de crimes. Le criminel Netanyahou, peut-être qu'ils sont en train de lui faire payer ça. Et bon, en matière de massacre de journalistes, l'entité sioniste, l'armée la plus immorale du monde, a la Palme d'Or. Et ils ont tué des caméramans, des photographes, des journalistes, femmes et hommes, jeunes ou moins jeunes. Plus de 200, maintenant on est à 220 je pense. 224 224, ils continuent de tuer. Et donc mettre un journaliste en prison peut-être et le torturer parce que l'entité sioniste torture également, c'est un nouveau cas pour eux. Donc, comme ils jouissent, comme le ministère des Affaires étrangères algérien a parlé, cette entité jouit d'une impunité la plus totale. Et cette entité fait ce qu'elle veut. Le plus curieux, c'est que le cas de Yanis Mohamdi, malheureusement, n'est pas abordé par les médias français. Oui. Je veux dire, certains partis, il y a certains médias qui l'évoquent, comme l'Humanité, médias de gauche. Il y a le média français L'Humanité qui a rapporté que leur libération était prévue pour demain, lundi, et qui devraient être reconduits dans leur pays respectif via la Jordanie. Oui, parce qu'on leur a forcé de signer un texte comme quoi ils sont entrés légalement en territoire, ce qu'ils appellent le territoire israélien. Oui. Mais en fait, Yanis Mohamdi, Madame Rima Hassan, Baptiste André, qui est un médecin marseillais, Pascal Morieras, qui est un ingénieur, un ancien de la CGT, et d'autres, ont été arrêtés en eau internationale. Oui. Encore une fois, une violation du droit international. Ça veut dire que cette entité qui ne recule devant rien. Et on n'a pas vu beaucoup de condamnations, y compris par les pays d'où viennent ces militants. Est-ce que vous avez vu le ministère français des Affaires étrangères condamner ça? Ils n'ont jamais condamné. Ils ont juste demandé à ce qu'il soit libéré, qu'il soit rapatrié. Les Hassan et tous les militants ont été attaqués dans les médias. Même leur déclaration était assez tardive. Tardive, absolument, comme d'habitude. Lorsqu'il s'agit de l'entité sioniste, il y a toujours du retard, on attend, on calcule. Le président français lui-même, quand la question a été posée par rapport au génocide commis à Gaza, un génocide reconnu par toutes les organisations humanitaires, par tous les experts, par tous les spécialistes, largement documenté, prouvé, etc. Lui, il dit qu'il faut laisser ça aux historiens. C'est pour ça que Karim a raison lorsqu'on parle de certaines valeurs qu'avait cet Occident et qui n'existent plus aujourd'hui. C'est un Occident. Et lorsque un ensemble comme l'Occident perd ses valeurs, ça veut dire qu'il va disparaître. L'Europe est née historiquement à partir du combat contre le fascisme et le nazisme. Les valeurs occidentales, l'Union européenne a été créée, a été façonnée à travers ce combat. Et aujourd'hui, il y a un renversement des choses. C'est ça qui est inquiétant pour les valeurs européennes, qui est bien sûr représentée par la jeunesse, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais c'est cet Occident qui se trahit et c'est inquiétant pour l'avenir s'il n'y a pas une remise en cause, une réforme profonde des institutions politiques. Faisal, vous avez souligné tout à l'heure le courage de ces humanitaires qui sont partis pour Gaza. Rima Hassan a même déclaré devant une foule lors d'un rassemblement à Paris que la flottille de la liberté serait de retour en marche en direction de Gaza, comme quoi ça ne les a pas découragés du tout. Bien sûr, parce que l'entité sioniste tape sur la terreur. C'est un régime qui a été créé par la terreur et qui pratique la terreur. Ils pensent que c'est comme ça que les gens reviennent en arrière. Maintenant, il y a un projet pour que 1000 navires partent à Gaza, à travers le monde. Si ce projet est appliqué, ce serait merveilleux. L'apartheid est tombé comme ça, c'est-à-dire avec absolument. Des mouvements de solidarité internationaux qui ont fait de la pression, qui ont monté la pression, et finalement, le régime fasciste de l'apartheid c'est effondré, parce que c'est pour ça que le Netanyahou est en train d'accélérer, tant mieux, il est en train d'accélérer la destruction du projet sioniste avec son agissement, parce que personne ne lui dit de s'arrêter, au contraire, il continue. Et donc ce mouvement planétaire, parce que maintenant on parle de mouvement de solidarité planétaire, favorable au peuple palestinien, va renverser beaucoup de choses, va obliger un certain Occident peut-être de changer d'avis, peut-être de revenir à ses valeurs, ou peut-être de disparaître. Parce que le monde, il se trouve que le monde a évolué, a changé, que maintenant les points de gravité de la puissance économique, militaire, scientifique est en train de se déplacer vers l'Asie, elle se déplace également vers l'Amérique du Sud et vers l'Afrique. Cet ensemble sud-sud qui est merveilleux, cette coopération sud-sud qui est en train de se consolider, va peut-être changer la face du monde. Et Netanyahou peut-être n'est là, d'une certaine manière, que pour accélérer ce changement, bien que lui, il est dans une autre logique, soutenu malheureusement par des pays qui ont quand même une certaine histoire avec parler de fascisme, de nazisme, etc. Il se trouve que cette entité est en train de pratiquer les mêmes pratiques faites par les nazis en Allemagne.
Et l'Allemagne, cette même Allemagne qui soutient ce régime fasciste de Tel Aviv. Il y a un grand penseur, entre guillemets, juif qui est admiré par tout le monde, qui avait utilisé, qui s'appelle Yeshua Leibowitz, à qui on doit l'expression sioниsto-nazi. C'est lui à qui on doit l'expression. On lui avait dit, mais vous exagérez, vous savez pas votre identité, vous êtes juif. Il a dit, non, vous allez voir, les néo-nazis, les sionisto-nazis, ça existe, et on en reparlera dans quelques années. Et on voit ces dérives avec ce qui se passe à Gaza, ou ce qui se passe avec l'Iran, ou ce qui se passe en Syrie. Alors que les Arabes et les musulmans, parce que si on parle ce langage, judéo-nazis, pardon, n'ont jamais été responsables de la mort des Juifs en Allemagne. Ceux qui ont tué les Juifs en Allemagne, le nazisme, parce que le nazisme c'était aussi un régime criminel, c'était les chrétiens européens. C'était pas du tout. Ça veut dire que ces rappels historiques, peut-être qu'ils sont nécessaires pour ceux qui ont tendance à l'oublier. Malgré toutes ces répressions, malgré la criminalisation, on peut dire que le régime de Benyamin Netanyahou pourrait bientôt céder face à la pression qui est exercée par ces mouvements de mobilisation. Avec ce que vient de rappeler Faisal, plus les campagnes de boycott, plus même dans les cérémonies de cinéma, les compétitions sportives. Je veux dire, même pour un juif normal qui est ni sioniste ni antisioniste, il y a un effet quand même très toxique, très néfaste par rapport à sa société, par rapport à lui. Objectivement, ce qu'a fait Netanyahou, c'est pire que la mauvaise publicité. Je le disais tout à l'heure, il a terminé, il a conclu le projet sioniste. Même maintenant, si on arrête la guerre aujourd'hui, ou si on essaye de réorienter, même si Netanyahou va en prison, il y a une baisse de conscience de l'entité sioniste, une baisse de pouvoir, une baisse de confiance. Ils sont en crise et ça va durer pendant des années. La guerre du Vatou, Tabula Rasa, de l'héritage du Moyen-Orient, avec la guerre, ne va pas leur réussir. Oui, absolument. On voit maintenant des images où les Israéliens se font chasser des restaurants, des hôtels, même y compris dans la rue. On a vu l'ambassadeur... Il y a la solidarité des artistes aussi. Des artistes aussi, parce qu'à un moment donné, il y avait de la terreur à Hollywood. Parce que si vous vous solidarisez, il se trouve que beaucoup de producteurs d'Hollywood sont proches de l'entité sioniste, ils sont juifs eux-mêmes, ils défendent le projet sioniste. Et donc lorsqu'un artiste se solidarise avec les Palestiniens, il est blacklisté, il est interdit de projet, saboté, et parfois il y a des campagnes immorales qui sont menées contre lui ou contre elle dans les médias. Or, les artistes ont dépassé ça. On avait vu ça à Cannes, au Festival de Cannes, avec l'attitude de certains artistes, pas tous malheureusement. Il y a aussi les écrivains britanniques, il y a aussi les historiens français. Il y a des artistes britanniques, américains, et dans plusieurs pays qui se sont solidarisés, parce que les artistes, les chanteurs, les pop stars sont quand même des leaders d'opinion. Il y a des gens qui les suivent, qui les lisent, etc. Et qui peut-être vont amener ceux qui les suivent ou les écoutent à s'interroger sur ce qui se passe à Gaza. La même chose dans les universités, la même chose par le mouvement, les supporters de football. On a vu les supporters du PSG, Paris Saint-Germain, qui ont exhibé le drapeau palestinien, pas uniquement en France, mais aussi en Grande-Bretagne, en Hollande. C'est le monde entier qui est en train de dire ça suffit, basta ce crime, basta. En scandant des slogans tels que nous sommes les enfants de Gaza. De Gaza, etc., puis Palestine, etc. Maintenant, il y a des demandes très claires pour qu'il y ait un État palestinien dans les territoires de 1967, avec le Quds Sharqiya comme capitale, etc. Ce moment revient, parce qu'à un moment donné, la cause palestinienne avait disparu complètement des radars. Là, avec ce qui se passe, malgré les tueries de Gaza, ce projet est toujours vivace. Le projet de l'État palestinien est toujours là. Merci beaucoup, merci messieurs d'avoir enrichi ce débat et merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt sur L24 News.